Et bonsoir les Tanuki-rollistes, on se retrouve pour les suites des aventures de Shaiton. Et dans le dernier épisode, Shaiton accompagné de Tiana ont fait face à Savannah McGuffin au club de mécanique. Mais la situation a vite dégénéré entre les deux jeunes filles alors que Savannah continue de se montrer provocatrice et séductrice envers Shaiton et Tiana par la jalousie qu'elle éprouve par rapport à cela et surtout dans l'idée de protéger son petit copain des griffes de ce succube, s'est interposée et ça a commencé à virer à la bagarre entre Tiana et Savannah. Jusqu'à ce que Brody McGuffin, le frère jumeau de Savannah, débarque pour s'interposer, mais c'est Shaiton qui intervient à ce moment-là, colla une droite phénoménale au visage de Brody, lui cassant le nez du premier coup. Et du coup, ils ont dû être séparés par d'autres réels. Alors que Savannah menait Brody à l'infirmerie pour aller voir son nez. Il n'a pas fallu longtemps forcément pour que les 4 adolescents soient convoqués par le principal du lycée, qui leur fait un gros sermon. Et vu le caractère de Shaiton et sa haine de l'autorité, celui-ci a rajouté de l'huile sur le feu, qui a mené à la convocation des parents des jeunes. Donc est ainsi arrivé Rick McGuffin, Adina Toussaint et Enola Haro. Et après des échanges verbaux dignes d'une joute, ou d'un échange de tirs, le proviseur a donné ses sanctions. Et comme Shaiton s'y attendait, les deux McGuffin ont eu aucun blâme, étrangement, tandis que Shaiton et Tiana se sont vus donc refuser, exclus en fait du cours de mécanique pendant une semaine. Mais bon, face à l'influence puissante de McGuffin sur le proviseur, il n'y avait pas moyen de régler cela de manière calme et sereine. Du coup, les différentes familles sont retournées chacune de leur côté. Non sans que Rick McGuffin lance une petite menace voilée à Enola, ma mère, en lui faisant comprendre qu'il était au courant de qui avait osé saboter ses engins de chantier et ses serres hydroponiques. Néanmoins, la famille Haro peut maintenant compter sur la famille de Toussaint et son soutien, car étant donné que leurs enfants sont en couple, Tiana et Shaiton, Enola et Adina ont décidé de se réunir une fois de plus, et c'est Enola qui a invité Adina et sa fille à venir manger chez eux. Et Adina a accepté l'offre en disant qu'elle allait chercher une très bonne bouteille de rhum pour fêter ça. Et du coup, je te propose, cher maître du jeu, que l'on se retrouve le soir à la demeure des Haro, avec d'un côté Shaiton, Mika, sa petite sœur, Enola, sa mère, mais aussi Bigby, son père, son grand-père. Et du coup, de l'autre côté, les Toussaint seront venus avec donc Tiana, ma petite copine, Adina, la mère, et Désirée, la grand-mère. Et avec donc une bouteille de rhum en guise de trêve entre les deux familles anciennement rivales. La soirée s'annonce tendue mais prometteuse dans la maison des Haro. La table est dressée simplement, mais avec soin, comme si Enola tenait à montrer un accueil chaleureux, malgré les histoires de territoire et de rivalité. Shaiton, nerveux mais déterminé, sent l'importance de ce moment. Mika, quant à elle, est curieuse et un peu émerveillée, lançant des regards intrigués vers Tiana et sa famille. Lorsque les Toussaint arrivent, Adina mène le groupe d'un pas assuré. Elle porte une longue robe noire au motif discret de symboles vaudous, ses cheveux tressés finement et ornés de petites perles. À ses côtés, Désirée, la grand-mère, impose une présence plus discrète mais tout aussi puissante, son regard vif scrutant les moindres détails.
Tiana, quant à elle, est à la fois à l'aise et un peu nerveuse de cette rencontre familiale. Elle lance un sourire rassurant à Chayton dès qu'elle le voit, tandis qu'Adina, avec un sourire en coin, pose la fameuse bouteille de rhum sur la table en disant d'une voix légèrement malicieuse « Bon, Enola, il paraît que nos enfants n'ont pas attendu notre bénédiction pour sceller une alliance. Dit comme ça. Alors trinquons à cette union, à nos familles, à une possible paix. » Enola répond d'un sourire franc, invitant tous à prendre place. Big, assis en bout de table, observe la scène avec un regard plein de sagesse et une lueur d'amusement, prêt à intervenir si nécessaire. Mais préférant laisser les échanges se dérouler naturellement. Le vieux coureur des bois sait bien qu'il faudra plus que du rhum pour cimenter une véritable alliance. Alors que les premiers verres de rhum sont servis, les échanges débutent, d'abord polis. Mais il est évident que certains sujets délicats ne tarderont pas à surgir. Enola prend les devants et avec calme demande à Adina « Adina, qu'est-ce qu'on peut faire, toi et moi, pour éviter que les MacGuffin ne continuent à marcher sur nos plates-bandes? On sait bien qu'ils n'en resteront pas là. » Adina hoche la tête, les yeux devenant plus intenses. Elle regarde un instant Chayton et Tiana, puis Enola, comme si elle pesait soigneusement ses mots avant de répondre. La tension palpable autour de cette table promet des révélations et des décisions cruciales pour les familles Arrow et Toussaint. Alors, si tu me permets, maître du jeu, avant qu'on rentre directement dans ce vif du sujet, je pense que d'abord qu'en fait, on va passer un bon moment convivial, car c'est vrai que c'est sûrement la première fois de l'histoire de nos familles que se trouvent sous le même toit trois générations Arrow, du grand-père au petit-fils, mais aussi trois générations Toussaint, de la grand-mère à la petite-fille. Et du coup, je pense que d'abord, ça va être assez convivial parce que les conversations vont tourner pas mal autour plutôt des trucs du quotidien, de la boutique de manucure et d'onglerie d'Adina, des sculptures en bois que fait Bigby dans sa caravane pour appâter les touristes un peu trop naïfs sur les croyances amérindiennes, et pareil Désiré qui fait un peu ce genre de choses dans sa boutique vaudou pour arnaquer les touristes qui croient de manière naïve dans le vaudou. Et je pense aussi que Mika va s'amuser à dire à Chayton « Alors, c'est elle ta nouvelle copine ?» Je suis curieuse de savoir comment ça se passe entre moi et Tiana. Me mettait un petit peu mal à l'aise. Je pense que Tiana va sympathiser avec ma petite sœur. On va peut-être parler de leur princesse Disney préférée, ce genre de choses. Je suis assez surpris de voir Tiana d'ailleurs converser avec ma petite sœur qui a 4 ans de moins que nous. Décris-nous d'abord un peu ce qu'est bien d'abord un peu plus familial où ça rigole autour de la table et ça évoque ces différents sujets. La soirée commence donc dans une ambiance chaleureuse, un peu inattendue pour une rencontre de ce type. Les générations des deux familles, pour la première fois réunies sous un même toit, trouvent vite de quoi échanger, chacun dans ses anecdotes. Big et Désiré, assis l'un en face de l'autre, se lancent dans une discussion animée sur leur petit commerce. Big, avec sa sagesse de vieux briscard et son sourire en coin, raconte les astuces qu'il utilise pour vendre ses sculptures aux touristes fascinés par les légendes amérindiennes. Des escrocs. Désiré rit doucement, acquiesçant tout en racontant qu'elle fait de même dans sa boutique de vaudou, où elle initie les touristes au mystère des esprits vaudous, jouant subtilement avec leurs croyances naïves. Mika, elle, n'arrête pas de lancer des regards curieux vers Tiana et Chayton. À un moment, elle chuchote bruyamment à Chayton, un sourire malicieux aux lèvres. « Dis, c'est elle, ta nouvelle copine? Elle est trop jolie. » Oh, Chayton, un peu embarrassé, tente de rester stoïque, mais un léger rouge lui monte aux joues. Tiana rit doucement, amusée par la curiosité spontanée de Mika. Elle se penche vers la petite et toutes deux commencent à parler de leur princesse Disney préférée. Mika s'enthousiasme pour Jasmine et Pocahontas, tandis que Tiana admet qu'elle a toujours adoré Tiana de la princesse et la grenouille, surtout pour son caractère fort et indépendant.
C'est pas si en 97... Les deux jeunes déjà. filles rient et échangent avec naturel, comme si elles étaient sœurs depuis toujours. Tandis qu'Enola et Adina, de leur côté, discutent de la manucure et des dernières tendances pour l'automne, chacune vantant ses propres techniques et secrets pour attirer une clientèle fidèle. L'ambiance est légère, Ouais. presque insouciante, alors que les familles partagent le repas dans cette trêve inattendue, laissant de côté pour l'instant les soucis du quotidien et les rivalités. Les éclats de rire et les anecdotes résonnent dans la maison des Arrow, créant une atmosphère qui aurait été impensable il y a encore quelques jours. Mais chacun, au fond, sait qu'après cette parenthèse de convivialité, les sujets plus graves finiront par émerger. En fait, je pense qu'il va y avoir 3 groupes qui vont un peu se former. Je pense qu'en fait, Bigby et Désiré vont aller sous le patio, s'installer dans les rocking chairs et commencer en fait à fumer. En fait, Bigby va sûrement remplir sa pipe et du coup, Désiré va pas dire non à tirer aussi un peu sur la pipe. Et ils vont fumer comme ça paisiblement un peu d'herbe pour se soulager. Tandis que du côté de nos mères, Adina et Nola, vont sûrement rester dans la cuisine autour de la bouteille de Bourbon pour parler affaires et savoir comment gérer les McGuffin. Tandis que Tiana et moi, je pense qu'on ira dans le salon devant la télé avec ma petite sœur pour jouer à la console. Et du coup, je te propose en fait qu'on voie un peu chaque scène indépendamment. Et je pense qu'on peut commencer... par peut-être une conversation entre Bigby et Désiré. Donc un peu pour remettre en place les personnages. Donc Bigby, donc mon grand-père, voilà, cet homme qui commence à avoir bien 70 ans, je dirais, un peu bedonnant, avec l'âge, le ventre à bière, on va dire. Les cheveux tressant deux nattes qui tombent de chaque côté du visage. Son vieux chapeau sur la tête, sa sacoche en cuir décoré de motifs amérindiens où il met toutes ses herbes et toutes ses potions d'homme médecine. Et Désirée, alors qu'elle est à peu près le même âge, avec un look assez atypique, une robe bariolée aux couleurs afro-américaines, avec son turban sur la tête tout aussi coloré, et des lunettes aussi très funky, au vert teinté, et au look fantaisiste. Il donne une apparence assez joviale pour une vieille dame. Et je pense qu'en fait, ils vont un peu parler de leurs souvenirs d'enfance. Car en fait, c'est vrai que tous les deux, alors qu'ils avaient le même âge que Shayton et Tiana, leurs petits-enfants, ils ont eu aussi une petite histoire d'amour dans leur jeunesse. Avant que, en grandissant, leur vie d'adulte les rattrape et qu'ils aillent chacun de leur côté pour fonder leur propre famille. Donc je pense qu'ils vont s'échanger un peu quelques anecdotes de leurs souvenirs quand ils étaient jeunes, de l'âge de Tiana et de Shayton, et de leur petite escapade amoureuse en cachette dans le dos de leur famille. Laisse un peu me gérer cette discussion, s'il te plaît. J'ai hâte de découvrir ce que tu peux faire. Sous le patio, à l'abri des éclats de rire et des bavardages de la maison, Big et Désiré s'installent tranquillement dans leur rocking chair. Big, toujours avec son air impassible mais un sourire au coin des lèvres, allume sa pipe et après quelques bouffées profondes, la passe à Désiré, qui l'accepte sans hésiter. Elle laisse échapper un rire doux, teinté de nostalgie, avant de poser son regard sur le ciel nocturne qui commence à s'assombrir. « Ça me rappelle nos soirées, Big. Te souviens-tu de la cabane au bord de la rivière ?» murmure-t-elle avec un sourire espiègle. Big lâche un ricanement, le regard lointain. « Oh, comment l'oublier ? C'était là que tu m'avais presque convaincu d'essayer cette potion étrange que ta grand-mère préparait, celle qui sentait le romarin et le poivre noir. » Désiré éclate de rire, tapotant doucement sa cuisse. « Ah, cette potion ? Oui, ma grand-mère disait qu'elle éveillait l'esprit. Mais j'ai vu comment tu as réagi à la première gorgée, à moitié étouffé, les yeux hors des orbites. C'est là que j'ai compris que tu n'étais pas fait pour le vaudou. » Big hocha la tête, un sourire attendri aux lèvres. « Peut-être, mais j'étais bien prêt à tout essayer avec toi. On en a passé des nuits à braver les interdits, toi et moi.
C'était chaud, hein, ton Ils papy. s'échangent un regard complice, chargé de souvenirs et d'une tendresse passée, mais toujours vive. Désiré prend une bouffée de la pipe en laissant la fumée s'échapper lentement, puis ajoute « Tu crois qu'ils vivront quelque chose de pareil, nos petits ?» Shaiton et Tiana ont une étincelle que je reconnais. Big hoche doucement la tête. « Oui, c'est vrai, mais les temps sont plus durs aujourd'hui. Entre les McGuffin et leurs parents respectifs, ce ne sera pas facile. Mais tu sais, ils ont notre force, cette obstination. Ils feront leur propre chemin, comme on l'a fait. » Désiré sourit, un mélange de fierté et d'amusement dans les yeux. Espérons-le. Et espérons aussi qu'ils éviteront les erreurs qu'on a pu faire, Big. Ils rient tous les deux, un rire de vieux complices. Le passé et le présent se mêlant doucement dans les volutes de fumée. Ok, bah écoute, je pense qu'ils vont finir de fumer leur pipe. Ça aime bien faire un petit concours, tu sais, de bouffer de fumée, tu sais, à faire une scène de faire des cercles, à recracher la fumée avec leur bouche. Et du côté de Enola et Adina, en fait, elles vont commencer d'abord à évoquer aussi leurs souvenirs communs, car elles ont été toutes les deux au même âge, en fait, au lycée. Et alors qu'à l'époque, elles étaient assez bonnes amies, je pense, sans être les meilleures amies du monde, mais bon, elles s'entendaient bien. Elles ont sûrement fait quelques coups en douce pendant les heures de colle qu'elles ont cumulées, toutes les deux, pour mener la vie dure au prof. Donc je pense qu'elles vont commencer d'abord à se raconter un peu ses souvenirs tout en buvant quelques verres de rhum. En se disant qu'elles n'étaient pas si différentes que leurs enfants. Puis peut-être qu'en fait elles vont commencer à évoquer ce qui a provoqué l'éloignement l'une de l'autre en fait. Ce moment en fait, je te laisse imaginer en fait ce qui aurait pu faire que les deux amis d'heure de colle se soient séparés à mauvais terme et mis de la distance entre elles en fait. Qu'est-ce qui aurait pu se passer entre Adina et Enola pour provoquer cette scission en fait? Adina verse un peu plus de rhum dans leur verre, ses yeux bruns pétillants d'un mélange de nostalgie et de malice, et laisse échapper un rire en se rappelant d'une vieille anecdote. Tu te rappelles quand on a enfermé M. Grosnins dans le placard de la salle de sciences pour qu'il ne nous surprenne pas en train de sécher les cours? Putain, ah ouais! Enola éclate de rire, hochant la tête avec un sourire en coin. Ah ouais, c'est aussi connu que... Oh que oui! Ce pauvre homme! Il a hurlé pendant une bonne demi-heure avant que quelqu'un ne vienne le libérer. Il n'a jamais su que c'était nous. Elle se regarde, savourant ses souvenirs d'adolescence, et la conversation devient naturellement plus silencieuse. Une ombre semble passer sur le visage d'Enola, qui regarde fixement son verre de rhum avant de reprendre d'un ton plus bas, un peu hésitant. C'est vrai qu'on était proches, jusqu'à ce que tout change. Adina, tout en sirotant une gorgée, acquiesce lentement. Oui, jusqu'à ce que tu décides de rejoindre les Coyotes. Elle prononce ces mots sans animosité, mais une certaine tristesse transparaît. Enola lève les yeux, sa mâchoire se crispe légèrement. C'était pour protéger ma famille, tu sais bien ça. Après l'arrestation de Cal, je n'avais plus vraiment le choix. Les Coyotes m'ont donné la force de tenir. Elle prend une grande inspiration avant de continuer. Et toi, tu es devenue la tête de ta famille, Adina. Tu es devenue celle qui décide, qui guide les Toussins. Adina laisse un sourire tendre se dessiner sur ses lèvres, posant sa main sur celle d'Enola. Peut-être. Mais tu sais, parfois, le poids de ce rôle devient lourd, même pour moi. J'ai longtemps cru qu'on finirait ensemble, deux amis d'enfance, à diriger nos familles côte à côte, jusqu'à ce que les lignes entre nous se dessinent et s'épaississent. Enola serre doucement la main d'Adina. Peut-être que c'est le moment de les effacer, ces lignes. Nos enfants, ils sont proches. Peut-être qu'ils nous montrent la voie. Les deux femmes échangent un regard, cette fois rempli d'un espoir silencieux, prêtant l'oreille aux rires venant du salon où leurs enfants partagent un moment d'insouciance ensemble.
Je pense qu'il y a quelques petites erreurs de chronologie dans ce que tu as raconté, mais bon, c'est pas trop impactant, c'est pas grave. Par contre, j'aimerais bien qu'on refasse le point, toi et moi, sur les différentes activités illégales qu'entretiennent les différentes familles. Donc, le clan Toussaint, le clan Arrow et le clan MacGuffin. Voilà, quels sont un peu leurs secteurs d'activité entre trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'influence, réseau. Voilà, remenons un petit peu le point. Je sais que du coup, les Arrows s'occupent un peu de tout ce qui est marijuana avec la réserve amérindienne, les MacGuffin du c'est le pavot. De quoi s'occupent un petit peu les Toussaint. Alors, on fait un peu le point sur les différents trafics et en fait, comment ça se fait qu'en fait, ça crée des frictions entre les différentes familles. Voilà. Qu'est-ce qui fait que les MacGuffin ont maille à partir avec les Arrows et les Toussaint avec les Arrows et les MacGuffin, etc. Pourquoi ça marche les uns sur les autres au niveau de tout ce qui est illégal à Blackwater et un peu au-delà. Bien sûr. Voici les récapitulatifs des activités pour les 3 familles. Famille Arrow, Chayton, Enola, Big. Activité principale. Culture et vente de marijuana. Les Arrow contrôlent la culture et la distribution de marijuana dans la région. En s'appuyant sur des terres reculées, souvent proches des zones de réserve amérindiennes, ils produisent et distribuent une herbe de haute qualité. 2. Mécanique et contrebande d'automobiles. Avec des connaissances en mécanique et un réseau de contacts dans les garages et casses automobiles, les Arrow récupèrent, réparent et revendent des véhicules souvent volés ou disparus, fournissant ainsi des moyens de transport discrets pour le crime local. 3. Trafic d'alcool artisanal. Ils produisent et vendent des alcools faits maison, comme des whiskies, souvent aux fêtes clandestines ou aux bars locaux. C'est un réseau secondaire, mais lucratif. Friction avec les autres familles. Avec les Toussaint, trêve fragile basée sur un respect mutuel. Ils évitent les activités de l'autre, mais des frictions apparaissent parfois sur des points territoriaux ou à cause d'affaires de protection. Avec les MacGuffin, concurrents directs dans le trafic de substances. Les MacGuffin voient les Arrow comme des rivaux à déstabiliser, et la guerre pour le contrôle des jeunes clients et des zones périphériques de la ville est constante. Famille MacGuffin, Rick, Brody, Savannah. Activité principale. Culture et vente d'opium et de produits dérivés. Contrairement aux Arrow, les MacGuffin se sont lancés dans le pavot et produisent diverses drogues plus dures, comme l'opium et des opioïdes. Ils possèdent des serres sophistiquées et un réseau bien implanté. 2. Trafic d'influence et corruption. Grâce à leur richesse, les MacGuffin ont infiltré plusieurs sphères du pouvoir local, influençant notamment la police, les administrations et le proviseur. Cette influence leur permet de garder une certaine immunité et d'agir en toute impunité. 3. Immobilier et pression sur les commerces. Ils achètent des terrains, souvent en forçant les propriétaires à vendre par intimidation. Ils imposent aussi des loyers à ceux qui occupent leurs propriétés. Friction avec les autres familles. Avec les Arrow. Une guerre constante pour le contrôle des jeunes de Blackwater et des zones d'influence. Les MacGuffin méprisent les Arrow et veulent dominer le marché des substances, voyant les Arrow comme une nuisance à éradiquer. Avec les Toussaint, compétition pour la clientèle et les territoires. Les MacGuffin cherchent à s'implanter dans les quartiers que les Toussaint contrôlent par leur racket et n'hésitent pas à user de leur influence pour déstabiliser le clan Toussaint. Famille Toussaint. Adina, Tiana, Désiré. Activité principale. 1. Trafic d'armes. Réseau d'approvisionnement et de vente d'armes variées, allant des armes de poing aux couteaux et autres armes blanches, en passant par quelques objets rares. Leurs armes sont prisées dans les cercles clandestins. 2. Racket et protection de commerce. En échange d'une somme régulière, ils protègent certains commerces des vols et des attaques. Ils gèrent aussi le respect de leur territoire, en évitant que d'autres gangs y pénètrent. 3. Contrebande d'objets précieux. En utilisant leur boutique d'objets spirituels et de souvenirs vaudous, ils font circuler bijoux, pierres précieuses et parfois des antiquités vers des clients fortunés ou des collectionneurs. Friction avec les autres familles. Avec les Arrow,
Alliance pragmatique, les deux familles évitent les conflits, respectant les affaires de chacun. Ils entretiennent même une forme de respect, les Arrow restant hors des affaires d'armes et les Toussaint du cannabis. Avec les MacGuffin, conflit fréquent. Les MacGuffin convoitent le raquet et les territoires protégés par les Toussaint, et les tensions s'accentuent à chaque tentative d'intimidation ou de prise de territoire. Ces trois familles, chacune avec leur spécialité, forment ainsi un équilibre précaire, où alliances et rivalités s'entrecroisent, rendant la situation à Blackwater toujours tendue et imprévisible. Ok, je pense qu'en fait, après avoir discuté de leur passé, Enola et Adina vont parler plus sérieusement des affaires. Car Adina est pas idiote, elle a très bien entendu en fait la menace voilée de Rick McGuffin à Enola quand on était sorti du bureau du proviseur. Et elle se doute que quelque chose tourne pas rond entre McGuffin et Arrow, et du coup elle va essayer de tirer les vers du nez à ma mère. Et celle-ci va peut-être lui expliquer un peu la situation tendue et la propension des MacGuffin à vouloir commencer à faire du commerce de marijuana. Sans trop rentrer non plus dans les détails pour pas trop dévoiler les secrets des Spirit Coyotes à la famille Toussaint. On reste quand même rivaux. Et je pense qu'en fait, Adina va aussi donner des infos concernant les MacGuffin, car du côté des Toussaint aussi, il y a quelques petites frictions, notamment dans le fait que MacGuffin souhaite investir dans l'immobilier du centre-ville de Blackwater, dans le quartier en fait qui normalement au Toussaint, en rachetant des vieux bails locatifs et autres d'immeubles d'habitation ou de commerce, qui met à mal la même mise des Toussaint sur ce quartier de Blackwater. Et si tu vois d'autres idées à creuser, vas-y. La discussion entre Enola et Adina prend une tournure sérieuse, chaque femme réalisant qu'elle partage une menace commune en la personne de Rick McGuffin. Enola, après quelques hésitations, décide de donner une vue d'ensemble des tensions actuelles. Rick, en plus de chercher à étendre son territoire dans le domaine de la marijuana, fait pression pour dissuader les Spirit Coyotes d'intervenir en s'attaquant à leurs revenus principaux. Adina, à son tour, prend une expression plus grave et partage ce que les Toussaint ont observé. Rick tente d'acquérir plusieurs bâtiments dans le quartier du centre-ville, bastion des Toussaint depuis des décennies. Il cherche à déstabiliser leur loyer de protection, s'appuyant sur des investisseurs pour acheter et, au besoin, déloger leurs locataires. Elle révèle qu'un promoteur immobilier mystérieux a commencé à démarcher les commerces et les habitants, proposant des offres élevées et intimidant ceux qui refusent de vendre. Adina. Ce qui me ronge, c'est de savoir que Rick a des appuis puissants. Ces promoteurs ne viennent pas de nulle part, et s'il peut contourner nos réseaux, c'est qu'il a trouvé un allié bien plus grand que nous dans la région. Il joue avec le feu, Enola. Ces petites menaces ne me surprennent plus, mais s'il met la main sur notre quartier, il n'aura plus aucune limite. Nos commerces, nos armes et même nos rituels seraient sous son contrôle indirectement. Je ne jetant un regard vers le patio où Big et Désiré bavardent encore sous le crépuscule. Il est toujours là à manigancer, cet homme. Et il est dangereux. Big pense qu'il est sur le point de se rapprocher des gangs de l'extérieur, probablement pour étendre son territoire et faire pression sur nos contacts d'approvisionnement en ville. On sait tous les deux que ça ne s'arrêtera pas à des menaces si l'occasion se présente. Adina, l'air déterminé. C'est peut-être le moment pour nous de marquer nos territoires plus fermement. Même si nos familles ont leurs propres affaires, Rick cherche clairement à diviser et à dominer. Nous n'allons pas nous laisser faire. Alors que les deux femmes échangent des stratégies et des informations sur leurs manœuvres respectives, un plan tacite semble se former entre elles. Elles savent qu'en unissant leurs réseaux de contacts et en coordonnant leurs opérations de protection,
elles pourront s'assurer que Rick n'ait plus les coudées franches pour imposer son influence. Enola acquiesce, réalisant qu'une trêve temporaire pourrait être bénéfique. D'accord, alors tu m'aides à stabiliser le quartier autour de la réserve, et en échange, je fais passer des messages à tes locataires pour qu'ils n'aient plus peur de s'affirmer. On crée une ligne de front commune pour montrer à Rick que son emprise ne fonctionnera pas ici. Ça te va? Adina avec un sourire en coin. Avec plaisir, Enola. Nos familles seront prêtes si les MacGuffin tentent quelque chose. Mais ne t'en fais pas, j'ai encore quelques cartes à jouer que Rick ne soupçonne pas. Ainsi, Adina et Enola établissent leur première alliance. Une union de force et de ruse, prête à faire face à Rick et à toutes les embûches qu'il pourrait leur tendre. Ok, je pense que un peu plus tard dans la soirée, Shaitan et Tiana vont aller retrouver leurs grands-parents, Bigby et Désiré, sur la terrasse. Alors qu'ils sont toujours en train de fumer, à se faire ce petit concours de cercle de fumée avec la bouche. Et je pense qu'en fait, les deux grands-parents vont prendre un peu à part leurs petits-enfants pour parler un peu de leur héritage culturel. Car c'est bien beau de s'occuper des affaires des Spirit Coyotes ou de la famille Toussaint sur le plan trafic. Mais il ne faut pas que les deux jeunes gens oublient aussi leurs racines et leur héritage. Et du coup, Bigby va évoquer à Shaitan donc son rôle sacré de Dreamcatcher au sein de la culture amérindienne. Et Adina va faire le point avec sa petite fille, Désiré, c'est la grand-mère. Va faire le petit point avec sa petite fille Tiana sur son héritage vaudou. Et en fait, Shaitan va commencer à apprendre en fait que, Tiana a la capacité d'une prêtresse vaudou, elle aussi, et qu'elle est capable de se faire chevaucher par les lois. Donc je te laisse un peu décrire un petit peu ce dialogue entre les deux grands-parents et les deux petits-enfants, alors qu'ils évoquent comme ça cet héritage familial, empreint de culture amérindienne et de culture vaudou haïtienne. Alors que la nuit avance, les volutes de fumée se dissipent dans l'air doux et Big et Désiré, d'un clin d'œil complice, invitent Shaitan et Tiana à les rejoindre sur la terrasse. Ils savent que le moment est venu de partager des vérités et des enseignements ancrés dans leurs lignées respectives, des héritages souvent passés sous silence, mais profondément enracinés. Big, posant la main sur l'épaule de Shaitan. « Mon garçon, il y a bien des façons d'être un homme dans notre famille, mais être un Dreamcatcher, ça, c'est spécial. Tu portes un fardeau, mais aussi une bénédiction. Les cauchemars que tu combats, ce sont plus que des ombres. Ce sont des manifestations du monde invisible. Tu as le pouvoir de protéger les tiens, d'empêcher ces esprits malfaisants de franchir les barrières entre les mondes. Mais attention, Shaitan, il faut garder ta volonté forte, car même la plus pure des âmes peut se perdre dans la marche si elle n'est pas vigilante. » Shaitan écoute attentivement, sentant le poids de cette responsabilité et une fierté tranquille. Ses yeux brillent d'une nouvelle compréhension, tandis que Big poursuit, sa voix douce mais empreinte de gravité. Chaque Dreamcatcher est différent. Certains sont guérisseurs, d'autres sont guerriers. Ton chemin, tu dois encore le découvrir. Mais n'oublie jamais que la marche des rêves n'est pas seulement un lieu d'ombre. C'est un lieu où tu peux aussi puiser force et sagesse. Et c'est pour ça qu'il est important que tu ne la traverses jamais sans un cœur et un esprit calme. Pendant ce temps, Désiré pose sa main douce et noueuse sur celle de Tiana, son regard perçant et sage. Ma petite fille, chez nous, les femmes sont les piliers, les veines par lesquelles la sagesse et la force du vaudou se transmettent. Ta mère et moi avons reçu ce don, tout comme toi. Mais le vaudou est une danse puissante et ancienne. Les esprits ne sont pas que des bienfaiteurs. Certains sont chaotiques, capricieux. Tu as peut-être déjà senti cette connexion aux lois, ces esprits qui nous guident et nous défient. Tiana hoche la tête, se rappelant des fois où, dans des moments de prière ou de colère,
Elle a ressenti cette énergie puissante l'envelopper. Désiré observe cela et après une pause continue d'un ton plus solennel. Désiré, il y a quelque chose de rare chez toi, Tiana. Les esprits te respectent, ils t'écoutent. Mais ils peuvent aussi te chevaucher, ce qu'on appelle dans notre culture l'appel des lois. C'est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Lorsqu'un esprit te chevauche, il devient un avec toi. Cela peut être aussi une arme et une bénédiction. Shaitan regarde Tiana, impressionnée, tandis qu'elle prend la main de sa grand-mère, réalisant peu à peu ce que cela signifie pour elle et leur relation. Big échange un regard significatif avec Désiré. Big, en souriant. Nos chemins sont différents, mais ils se croisent parfois. Alors rappelez-vous, vous deux, que ni le Dreamcatcher ni la prêtresse vaudou ne peuvent tout affronter seuls. Vous avez tous deux la force des ancêtres en vous. Ensemble, vous êtes encore plus forts. Si les MacGuffin et d'autres forces cherchent à vous diviser, à jouer avec vos esprits, alors rappelez-vous que votre héritage est plus qu'un bouclier. Il est un pont qui vous unit et qui protège. Désiré pose un baiser léger sur le front de Tiana, comme une bénédiction silencieuse, et les deux grands-parents échangent un regard empreint de nostalgie, chacun comprenant que l'avenir de leurs petits-enfants est entre des mains solides. Je pense que on va laisser nos grands-parents finir de fumer leur pipe. En plus, ils commencent un peu à être de stone. Hein. Je me rends compte qu'en fait, ils fument pas que du tabac, mais un peu de Marie-Jeanne, de la famille. Donc je pense qu'ils sont un peu stone, les deux papis, là, les deux vieux, sur leur rocking chair. Et nos mères étant toujours en train de parler d'affaires et tout, en commençant à planifier comment faire front commun face au MacGuffin, je pense qu'avec Yana, on ira dans ma chambre. Et je fermerai la porte. Histoire de pas être gêné. Je pense qu'on va s'asseoir sur le lit pour se câliner, s'embrasser, sans aller trop loin, bien entendu. Voilà, il y a quand même ma sœur dans la chambre d'à côté, ma mère dans la cuisine, donc avec la mère de Tiana. Donc on va pas, voilà, on va rester soft, juste se papouiller. Et en fait, au bout d'un moment, je regarde Tiana et dit, alors comme ça, tu peux te faire chevaucher par d'autres que moi, en faisant une petite blague grivoise, mais en essayant de lui faire parler un peu de si elle a déjà en fait été chevauchée, possédée par des lois. Et justement, est-ce qu'elle a un loi en particulier qui la protège, comme une sorte de guide spirituel dans la culture, dans le folklore vaudou, un loi en particulier qui pourrait être attribué à Tiana. Dans l'intimité de la chambre, alors que les bruits de la maison s'atténuent, Tiana se blottit contre toi, un sourire amusé aux lèvres. À ta question taquine, elle hausse un sourcil et te donne un léger coup dans les côtes, riant doucement. Te fais pas d'idée, toi. Mais pour répondre sérieusement, oui, il y a un loi qui me protège, même si je n'ai pas encore eu le privilège de l'invoquer vraiment. Ma grand-mère m'a expliqué qu'avec la patience, il finirait par se montrer, mais il aime tester les gens avant de leur faire confiance. Elle prend un instant pour chercher ses mots, posant doucement la main sur ton torse. C'est Ogu, le loi de la guerre et de la protection. C'est un esprit guerrier qui aime le courage et la détermination. Ma mère pense que, si je me trouve face à un vrai danger, il pourrait se manifester. Mais pour l'instant, je ne l'ai senti que de loin, comme une présence. Tu vois ? Pas vraiment une possession. Elle rougit un peu, comme si le fait de se confier sur ce lien mystique révélait une part de son intimité. Sa main glisse doucement sur ton bras. Quand ça arrivera, si jamais je me fais chevaucher, il faudra que tu saches quoi faire. Ce sera une énergie difficile à contrôler, et moi, je ne serai plus vraiment moi. Donc, promets-moi de ne pas avoir peur et d'être là pour m'aider. Je suis assez curieux quand elle me dit ça, et en fait je pense qu'on va commencer à parler, elle et moi, déjà de se promettre de se protéger l'un l'autre quand l'un va dans la marche derrière des cauchemars et se retrouve sans défense dans le monde éveillé, tandis que elle, si jamais elle se fait chevaucher par un loi. Et du coup je pense qu'on va réfléchir tous les deux à qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger
l'autre de son héritage spirituel. Qu'est-ce que Tiana peut faire quand moi je me glisse dans des cauchemars et qu'elle doit veiller sur mon corps dans le monde éveillé. Et moi, qu'est-ce que je dois faire en cas où elle se fasse chevaucher par un Loa? Peut-être on va aussi peut-être réfléchir à une sorte de mot de sécurité entre nous pour se prévenir si jamais ça dérape. Si par exemple je sens une crise de narcolepsie venir ou si elle sent que Loa commence à la chevaucher, un petit mot voilà, qui prévient que l'autre soit attentif à ce qui se passe autour. Donc ouais, je pense qu'on va discuter un peu de ça, elle et moi, là. La conversation devient plus sérieuse et profonde alors que vous explorez tous les deux comment veiller l'un sur l'autre face aux défis de vos héritages spirituels. Tiana réfléchit un instant, serrant ta main entre les siennes. Ok, alors, imaginons que tu sois dans la marche des rêves. Si tu tombes en narcolepsie ici, je pourrais rester à tes côtés et essayer de sentir quand tu es en danger. Ma mère dit que les prières ou les invocations douces peuvent créer une protection légère dans ce monde-ci. Peut-être quelque chose d'apaisant pour ton esprit, pour éloigner les cauchemars si jamais ils veulent te suivre jusqu'ici. Elle prend un moment pour rassembler ses pensées, puis propose une idée concrète. Tiana, on pourrait avoir un mot-clé. Si tu m'entends dire éclipse, ça veut dire que je suis en train de sentir quelque chose d'étrange. Ça pourrait t'alerter même là-bas dans la marche, non? Et si c'est toi qui te sens en danger dans tes rêves, tu pourrais murmurer améthyste en revenant pour que je sache que je dois rester à tes côtés. Okay. À son tour, elle te regarde, incertaine. Et si un Loa me chevauche, je pourrais perdre le contrôle. Si tu sens que je deviens quelqu'un d'autre, regarde dans mes yeux. Si je ne réagis pas quand tu dis tempête, ça voudra dire qu'un Loa m'a pris. Et tu pourrais me dire retour pour essayer de m'apaiser et me rappeler qui je suis, comme un point d'ancrage, tu vois? Ça pourrait aider. Elle sourit un peu rassurée par vos idées, prenant une profonde inspiration. C'est un début, mais on trouvera sûrement d'autres moyens en avançant. Promettons-nous de faire ça pour qu'on puisse traverser tout ça ensemble. Je lui prends les mains. Avec tendresse. Ok, je te promets de veiller sur toi. Et mentalement, en fait, j'essaie de me souvenir en fait les mots-clés qu'on a commencé à... Les mots de sécurité qu'on a établis. Donc, éclipse, améthyste, tempête, retour. Si je me suis pas trompé. Je pense que quand même, au bout d'un moment, on continue un peu de se câliner. Et elle va repenser à ma petite blague par rapport à se faire chevaucher. Je pense qu'en fait, elle va s'amuser de ça et elle va dire que de toute façon, c'est elle qui me chevauche. Et en fait, elle va me plaquer contre le lit et grimper sur moi quand il faut chaud. Tout en riant. Et en m'embrassant à pleine bouche. Puisque je lui rendrai. Et on passera un petit moment comme ça, tranquille. Enlacés tous les deux. Vos rires et vos taquineries créent une ambiance légère et complice, un moment où la tension des derniers jours se dissipe pour laisser place à un instant de bonheur partagé. Tiana te plaque en riant contre le mur, et dans ce geste audacieux, elle t'embrasse, l'air espiègle, mais aussi rempli de tendresse. Elle murmure, amusée. « Tiana, ah, c'est moi la seule qui ai le droit de te chevaucher, compris ?» Son sourire étincelle dans le faible éclairage de ta chambre, et tu sens à quel point elle tient à toi, à sa façon inimitable. L'instant devient à la fois doux et taquin, teinté d'un mélange de rire et d'affection sincère. Entre les baisers et les rires, vous vous laissez emporter par ce moment, oubliant pour un temps les inquiétudes qui pèsent sur vos épaules. Je pense que quand on sortira de ma chambre, en fait, on ira un peu de notre côté pour voir nos proches. Et en fait, je pense que ma mère va venir voir Tiana pour parler de femme à femme.
Je pense que ma mère veut mettre un peu du point sur les i avec Tiana par rapport à ma relation avec elle. Vu qu'on est quand même assez jeune, je pense que voilà, elle va dire à Tiana de faire attention à son cher et tendre fils au niveau sentimental et amoureux. Et elle faisait attention aussi aux problèmes qu'on pourrait s'attirer, comme avec les MacGuffin. Je pense que voilà, il fait un peu la leçon, mais sans être moralisatrice non plus. Voilà, elle veut que, je pense que ma mère a envie que ça marche quand même pour Tiana et moi. Et peut-être rompre le cycle de rivalité qu'il y a entre nos deux familles à travers les générations. Là, ça peut faire une discussion qu'il pourrait y avoir entre ma mère et Tiana me concernant et concernant la relation amoureuse qu'il y a entre Tiana et moi. Et je pense aussi que ma mère dira, pensez à vous protéger les enfants, c'est important. Et elle n'a pas envie d'être grand-mère, je pense. Enola observe Tiana un instant, un sourire en coin et une lueur de sérieux dans le regard. Après un moment, elle place une main sur l'épaule de Tiana et l'invite à marcher avec elle un peu à l'écart des autres. Tu sais, Tiana, je te vois avec mon fils. Eh bien, je dois admettre que vous avez ce petit quelque chose. Mais j'ai quelques petites choses à dire, entre femmes, si tu permets. Tiana, curieuse, hoche la tête, écoutant attentivement. Shaiton, c'est un bon gamin, mais il est aussi comme moi, têtu et un peu tête brûlée. Non, Il te fera traverser des montagnes russes d'émotions, parfois avec les meilleures intentions du monde, parfois à cause de ses choix moins réfléchis. Si je te dis ça, maman, c'est pas pour t'effrayer, mais parce que je tiens à lui, comme je sais que tu tiens à lui aussi. Et pour que ça marche entre vous, il va falloir faire face aux ombres de nos familles, et bien d'autres encore. Elle fait une pause, le regard perdu un instant, comme si elle pensait à ses propres souvenirs avant de reprendre d'un ton plus léger. Et un dernier conseil, enfin une demande. Vous êtes jeune, vous avez encore la vie devant vous, mais faites attention. On ne veut pas que tu te retrouves avec une surprise non prévue. C'est peut-être trop tôt pour faire de moi une grand-mère, tu vois. J'adore. Tiana se met à rougir un instant, esquissant un sourire entre la gêne et la compréhension. Écoute, moi de mon côté, en fait, je vais sortir de la maison pour aller voir du côté de nos grands-parents. En fait, je pense que mon grand-père est peut-être déjà reparti à sa caravane. Et du coup, il reste que Désiré qui finit de regarder la nuit s'installer sur la ville, sur son rocking chair. Et je m'approche doucement et respectueusement d'elle. Madame Toussaint, je peux vous parler ? Désiré te jette un regard perçant au-dessus de ses lunettes teintées, son visage assombri par les ombres de la nuit naissante, mais adouci par un sourire bienveillant. Elle incline légèrement la tête, faisant signe de s'approcher. « Viens, petit Arrow, viens donc t'asseoir à côté de cette vieille dame. Qu'est-ce qui te pèse autant pour que tu m'appelles par ce nom cérémonieux ? Elle te tapote un coussin sur le rocking chair voisin, invitant à la confidence avec un calme presque mystérieux. Je m'installe à côté d'elle et je la regarde. J'avoue que son style, je le trouve excellent, avec ses grosses lunettes fantaisistes colorées, ses colliers de perles de toutes les couleurs et tout. Elle a un côté un peu mamie hippie que je trouve vraiment fun. Mais je vois que sur son visage quand même se lit le sérieux et le savoir d'années d'héritage familial. Et avec une voix un peu quand même craintive par rapport à ce que je lui demandais. Je prends un ton sérieux. Voilà, je voulais vous demander, Madame Toussaint, ce que vous pouvez me dire sur les pétrolois, s'il vous plaît. Désiré marque un silence, observant la nuit qui s'épaissit autour de vous. Ses doigts jouent distraitement avec un de ses colliers de perles et elle soupire légèrement avant de te répondre, la voix à la fois douce et grave. Ah! Les pétros. Tu es bien curieux, Chaiton, et je ne te blâme pas. Mais les Loas des pétros sont loin d'être des esprits à prendre à la légère. Ce sont des esprits de feu, de tempête,
de colère et de lutte. Ils peuvent être aussi protecteurs que destructeurs. Dans la lignée Toussaint, nous avons appris à respecter leur pouvoir, mais nous savons aussi qu'ils n'ont pas toujours les meilleures intentions. Elle s'arrête un instant, comme pour peser ses mots. Leur magie est puissante, mais elle vient souvent avec un prix. Chez nous, chaque génération apprend à les écouter sans se laisser trop posséder. Ces esprits-là, ils n'aiment ni l'amour, ni la paix. Ils préfèrent les âmes troublées, en quête de pouvoir ou de vengeance. Pourquoi vouloir en savoir plus sur eux? Est-ce un Petro en particulier qui t'inquiète? Son regard se fait scrutateur, et tu sens qu'elle est prête à te dire plus, mais seulement si elle comprend ta motivation. Non, je sais pas en fait. C'est qu'il en existe plusieurs de pétrolo, si je comprends bien. Qui sont-ils exactement, ces différentes entités? Ils ont des noms? Désiré hoche la tête doucement, acceptant de te donner quelques détails tout en gardant une certaine réserve. Oui, les Petro sont une famille de l'os puissante et complexe, et ils ont des noms. Des noms que l'on ne prononce pas sans raison. Elle s'ajuste dans son fauteuil, son regard se perdant un instant, comme si elle puisait dans des souvenirs lointains. Les plus connus sont Erzulie d'Antor, une Loa protectrice mais féroce, qui défend sa famille et ceux qu'elle choisit. Elle est farouchement loyale, mais elle réclame souvent des sacrifices personnels. Tu as aussi Marinette Boissèche, qui est une maîtresse des ombres et des feux de la forêt. Certains disent qu'elle peut hanter tes cauchemars ou t'aider à te venger, mais elle exige un respect absolu. Elle t'observe, s'assurant que tu suis avant de continuer. Désiré. Et puis il y a Simbi Makaya, le maître des sorts et des mystères, souvent associé aux eaux sombres et aux secrets enfouis. Mais peut-être que le plus craint de tous est Tidjane Petro, aussi appelé Tidjane Zandor. C'est un esprit de chaos, de guerre et de violence incontrôlable. Lui, il ne fait jamais rien sans un prix élevé, et il est attiré par la rage, le désespoir. Elle s'arrête, te fixant de ses yeux perçants derrière ses grosses lunettes fantaisie. Désiré. Ce sont des entités d'une grande force, Shaiton. Leur pouvoir peut être attirant, mais se rapprocher d'eux peut vite transformer ta vie en un véritable brasier. Pourquoi cette curiosité? Ce n'est pas tous les jours que les gens veulent en savoir plus sur les Petro. Son ton est calme mais teinté d'avertissement, et elle attend ta réponse avec une attention palpable. Je décide en fait de lui parler plus en détail. Parce que j'en avais parlé à Tiana, comme quoi j'avais reçu la visite de Papa Legba lors d'une visite à travers la toile d'Ashibi Kaashi. Et du coup, je confie la même chose à Désiré, que Papa Legba m'est apparu à travers la toile de la déesse araignée. D'ailleurs, je suis assez curieux de voir que les mythes vaudous peuvent se lier aux mythes amérindiens. Et même pourquoi Papa Legba est venu à moi alors que je suis amérindien et pas haïtien. Je suis assez curieux de savoir pourquoi. Et je vais lui confier une chose que je n'ai pas dite à Tiana. C'est que Papa Legba, du coup, m'avait mis en garde de ne jamais laisser Tiana se faire posséder par un pétrolois. Et du coup, je rassure Désiré que j'ai bien promis, bel et bien promis au loi Papa Legba de protéger sa petite fille Tiana de ce genre de possession. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai besoin d'en savoir plus sur les pétrolois pour détecter les signes avant-coureurs qui pourraient menacer Tiana, car je l'aime. Et en fait je me rends compte que quand je dis ça, c'est la première fois que je dis que j'aime Tiana ouvertement. En entendant ta déclaration, Désiré te fixe avec une intensité nouvelle, un éclat de douceur et de sérieux dans ses yeux derrière ses lunettes colorées. Elle laisse un léger sourire se dessiner sur ses lèvres avant de prendre une profonde inspiration.
Alors, tu aimes ma petite Tiana. Cela explique bien des choses, Shaiton. C'est une responsabilité immense que Papa Legba t'a confiée. Il ne choisit pas ses messagers par hasard, encore moins parmi ceux qui ne sont pas des siens. Elle pose sa main délicatement sur ton bras, signe de confiance et d'acceptation. Désiré. Les mythes et les esprits, ils ne connaissent pas de frontières comme les hommes. Papa Legba, avec ses clés, c'est lui qui veille sur les chemins, ceux qui relient les mondes. Il a vu ta force et ta volonté de protéger Tiana, et il sait peut-être qu'un jour, toi aussi, tu auras besoin de protection. Elle réfléchit un instant avant de reprendre. Désiré. Les Petro, Shaiton, ce sont des esprits plus sombres et imprévisibles que les Radas, les Loas protecteurs. Là où les Radas apportent réconfort, les Petro nourrissent la colère, la douleur et les blessures de l'âme. Ils sont attirés par ceux qui cherchent le pouvoir dans le chaos. Elle te regarde sérieusement, comme pour s'assurer que tu comprends l'ampleur de ce qu'elle dit. Si jamais tu remarques que Tiana devient plus irritable sans raison ou qu'elle parle de voix qu'elle seule entend, ce sont des signes avant-coureurs. Et surtout, si elle commence à agir d'une manière violente, comme si elle n'était plus elle-même, il faudra réagir vite. Sa main serre un peu plus fort ton bras. Je te confie une dernière chose, mais seulement parce que je sens la sincérité de ton amour pour elle. Si jamais un Petro la chevauche, il existe une prière, un rituel pour ramener son esprit. C'est dangereux et il faut le faire avec l'aide de ceux qui connaissent bien les Loas. C'est pour cela que tu devras venir vers moi ou vers Adina. Tu n'es pas seul, Shaiton. Elle te libère, te laissant digérer ses mots, sa présence réconfortante dans la fraîcheur de la nuit qui tombe. Je me retourne vers elle avec vraiment beaucoup de respect dans le regard. Je vous le promets, Madame Plussin, je veillerai le plus possible sur Tiana. Elle tient vraiment une place importante dans mon cœur. Et je pense qu'elle me remerciera pour cela. Et je pense que, un peu comme ma mère avec Tiana, elle va pareil me faire une petite remarque un peu gênante, disant que même si elle rêve de devenir arrière-grand-mère, que je dois penser à me protéger avec Tiana dans nos rapports intimes. Ce qui me mettra un peu mal à l'aise et la fera rire d'un petit rire joyeux. Désiré rit doucement, son sourire malicieux illuminant son visage. « Ah, je savais bien que tu étais un garçon avec des intentions sincères. Mais tu sais, mon garçon, on peut aimer sans trop précipiter les choses. Parce que, même si je me réjouis de l'idée de devenir arrière-grand-mère, il y a encore bien du temps pour ça, non ?» Elle te lance un clin d'œil et un rire espiègle, bien consciente de ton embarras. Elle tapote affectueusement ta main. « Désiré, allez, va. Tiana et toi, vous êtes encore jeunes, et vous avez bien d'autres aventures à vivre ensemble avant de penser à fonder une famille. Mais tu sauras où me trouver, si jamais tu as besoin de conseils pour l'un ou l'autre domaine. » Pardon, mamie ? Elle rit doucement, amusée de t'avoir mis dans cette position, puis, se balançant légèrement dans son rocking chair, elle te laisse avec ses paroles pleines de sagesse et de malice. Ouais, mais ça me fait peur si Désiré veut me donner des conseils sur ma vie sexuelle avec sa petite fille. Je parle pas ça, pitié. Écoute, je pense qu'en fait, alors que la nuit est tombée sur Blackwater, les Toussaint vont rentrer chez eux, tranquillement. Et je pense qu'avec ma mère et ma petite sœur, on va aller se coucher aussi tranquillement. Une nouvelle journée s'est passée. Et on se prépare à affronter la suite des événements. Alors que la maison se calme et que chacun regagne ses chambres, le silence paisible de la nuit s'installe sur Blackwater. Sous l'ombre des montagnes et le ciel étoilé, la journée s'achève, laissant une atmosphère douce et mystérieuse. Dans ta chambre, la trappe-rêve que tu as tissée veille comme une sentinelle silencieuse, prêt à protéger ton sommeil des incursions oniriques.
Les événements de la journée tournent encore dans ton esprit, mais le calme de la nuit te rappelle qu'il est aussi temps de récupérer pour les épreuves à venir. Alors que tu t'endors, une sérénité inhabituelle t'envahit, mêlée d'une certaine anticipation. Quelles que soient les aventures qui t'attendent, tu sais que tu pourras compter sur les tiens pour te soutenir. Eh bien, ce que je te propose, cher maître du jeu, parce que j'aime bien ce genre de scène aussi, c'est de faire une petite scène un peu, pas post-générique, mais à la Marvel, mais un peu dans le même genre, où en fait, la caméra se diriger du côté de chez les MacGuffin pour voir ce qui s'y passe. Alors que avec Toussaint et Arrow, on leur réunit une famille, voir un peu l'ambiance chez les MacGuffin au ranch. Alors que Rick rentre avec Savannah et Brody. Je pense qu'en fait, leur père sera très mécontent, même s'il a gardé sa façade face aux proviseurs et aux autres familles. Je pense qu'une fois rentré chez eux, il sera très remonté envers ses deux enfants. Par rapport à Savannah et son comportement provocateur, mais aussi face à Brody qui a perdu face à Shayton et qui a même eu le nez complètement cassé. D'ailleurs, il va regarder en fait le nez de son fils en rouspétant et en disant qu'il s'attendait à ce que son fils soit plus costaud que ça. Il est assez, il ose rabaisser un peu ses enfants parce qu'il met beaucoup de pression sur eux pour qu'ils soient dignes de son héritage à lui. Et du coup, fais-moi un petit cette scène de remontrance, on va dire, à la MacGuffin. Alors qu'ils sont dans le salon de leur grande et vaste maison. Dans le salon spacieux du ranch MacGuffin, éclairé seulement par quelques lampes tamisées et les flammes qui dansent dans la cheminée, Rick MacGuffin entre en trombe, le pas lourd et le visage fermé, suivi de près par Savannah et Brody. Ils n'osent à peine lever les yeux, chacun gardant la tête baissée, nerveux. Rick arrête sa marche d'un coup sec, les observe tous deux, le regard perçant, avant de poser ses mains sur ses hanches. Il prend une profonde inspiration, son visage se crispant d'un mépris contenu. Savannah, Brody, vous pensez être digne de ce nom? Vous pensez qu'en agissant comme deux gamins, vous serez respecté? Sa voix est grave, marquée d'une colère froide. Savannah, bras croisés, tente un regard en coin vers son frère, mais reste silencieuse. Elle sait qu'intervenir maintenant pourrait provoquer une explosion. Brody, de son côté, évite le regard de son père, une main portée à son nez encore douloureux, le bandage contrastant vivement sur sa peau. Rick le dévisage, mécontent, et s'approche d'un pas de lui, l'ombre de la colère voilant ses yeux. « Et toi, Brody, laisser Arrow te casser le nez, tu trouves que c'est digne d'un MacGuffin? On ne t'a pas appris à te défendre. » Il accentue le mépris dans sa voix, comme s'il considérait cette blessure presque honteuse. Brody serre les poings, les mâchoires crispées, mais ne trouve rien à répondre, gardant la tête baissée. Rick le regarde, visiblement déçu, avant de se détourner vers Savannah, dont le visage impassible est éclairé par la lumière dansante du feu. « Et toi, Savannah ?» Il s'avance vers elle, et son visage passe de la colère au dégoût. « Toujours en train de jouer les aguicheuses, hein? T'amuser à semer le trouble. Ça peut avoir ses avantages, mais là, tu dépasses les bornes. Tu crois que c'est en manipulant les Arrow que tu vas prouver ta valeur? » Savannah relève enfin les yeux, une lueur de défi dans le regard. « Peut-être que si tu nous laissais faire les choses à notre façon, ça ne tournerait pas comme ça. » Rick serre les dents, agacé par la réplique de sa fille. « Écoute-moi bien, Savannah. Je n'ai pas élevé deux enfants pour qu'ils se fassent ridiculiser au lycée et gâchent notre influence. Vous allez vous montrer à la hauteur, que ça vous plaise ou non, et pas question de continuer à jouer avec les Arrow et les Toussaint pour des enfantillages. » Savannah serre les poings mais finit par baisser les yeux, refoulant sa frustration. Rick, satisfait de leur silence, les observe une dernière fois, laissant une menace implicite planer. Puis il se détourne, laissant Brody et Savannah seuls dans le salon, avec un silence lourd de rancœur et de colère.
Dis-moi, j'avais une petite idée en tête, tu me dis si tu veux l'utiliser ou pas. Vu que Savannah est une succube, et en fait je pense que vu qu'ils sont jumeaux avec Brody, pourquoi pas que ce dernier soit un incube lui. C'est un peu le penchant masculin des succubes dans la mythologie. Et du coup, en fait, sans trop réfléchir à comment ça se fait qu'ils soient succubes et incubes, les deux jumeaux, je pense qu'on peut laisser cette question un peu en suspens. Est-ce que leur père est au courant ou pas, ou est-ce que du coup ils tâcheraient à leur père ce fait qu'ils soient un peu des créatures surnaturelles, les deux enfants? C'est une idée fascinante, et elle ajoute une couche de complexité intéressante aux personnages de Savannah et Brody. Le fait qu'ils soient jumeaux, l'un succube et l'autre incube, pourrait donner une profondeur mythologique particulière, renforçant l'idée que leur nature surnaturelle soit intrinsèque, liée à leur naissance même. On peut imaginer que leur statut de succube et d'incube n'est pas de leur choix, mais plutôt quelque chose dont ils ont hérité. Peut-être même d'une malédiction ou d'un pacte ancestral. Ah, ouais. Quant à Rick, il pourrait ignorer la nature exacte de ses enfants, tout en ressentant quelque chose d'anormal chez eux. Cette ignorance pourrait le rendre encore plus exigeant, cherchant à maîtriser ce qu'il perçoit comme des excès de comportement, sans comprendre leur véritable origine. Les jumeaux, quant à eux, pourraient en effet dissimuler cette part d'eux-mêmes, utilisant leur pouvoir de manière subtile, ou pour des raisons personnelles, mais toujours avec la peur que leur père découvre leur nature réelle. J'aime bien l'idée en fait d'un pacte mystique ou démoniaque qui aurait pu être fait dans le passé par la famille McGuffin, car c'est vrai qu'on n'a jamais trop réfléchi à d'où leur venait leur fortune. Mais du coup, ça, peut-être laissons-le encore de côté aussi pour y réfléchir plus tard. Mais du coup, je pense qu'après les remontrances de leur père, Savannah et Brody vont aller dans la chambre de l'homme pour comploter entre frères et sœurs, en fait, car ils ont mal digéré, en fait, ce qui s'est passé avec Tiana et Shayton. Ils comptent bien se venger. Et je pense que du coup, ils vont commencer à réfléchir comment nous pourrir la vie, à Tiana et moi. Et je pense qu'en fait, vu qu'ils ont bien compris qu'il fallait pas trop s'en prendre à nous directement, ils vont peut-être du coup jouer en fait sur s'en prendre à nos proches, du moins au lycée, notre entourage d'amis. Et peut-être que Brody, en tant qu'incube, pourrait tenter en fait de commencer à séduire Marigold. Ils ont bien compris que c'était mon ex-petite copine qui avait encore des sentiments pour moi. Et en fait, je pense que Savannah aimerait bien voir son frère se jouer de moi en prenant pour cible Marigold. Pour voir comment je réagis via le triangle amoureux qu'il y a entre Tiana, Marigold et moi. Et quant à Savannah, je pense qu'elle continuera ses efforts contre moi, en fait, pour me séduire, vu qu'elle a un ascendant émotionnel sur moi. Donc je te laisse, en fait, nous faire ce petit dialogue où il complote comme ça, entre succube et incube, sur le lit de Savannah, et en rigolant comme des petits démons qui sont. Savannah et Brody, assis sur le lit de Savannah, échangent des regards complices et des sourires malicieux, des étincelles de vengeance dans les yeux. Savannah commence en feignant une moue faussement innocente. « Je pensais que tu ferais un peu mieux, mon cher frère. Te faire casser le nez par Shayton Arrow, vraiment? Où est passé mon cher Brody tout-puissant ?» Brody ricane, malgré le pansement sur son nez qui le fait grimacer. « Rigole autant que tu veux, Savannah. » Cette humiliation, je compte bien la lui faire regretter. Et, justement, j'ai réfléchi. Tu te souviens de son ex? La blonde, Marigold? Pas blonde, elle m'a l'air réceptive. Je pourrais l'approcher. Avec un peu de persuasion, elle pourrait devenir un joli pion. Savannah, toujours avec cet air mi-sournois, mi-excité, applaudit doucement. Oh, j'aime l'idée. Ça pourrait bien secouer les choses. Si Marigold revient dans sa vie, Tiana ne se tiendra sûrement pas tranquille. La jalousie, c'est tellement humain.
Elle rit doucement, puis ajoute « Quant à moi, je vais continuer à travailler sur Chayton. Il m'appartient presque, après tout. Avec un peu de persévérance, je peux faire de lui bien plus qu'un simple jouet. » Brody se cale sur l'oreiller et prend un air pensif. « On va bien s'amuser, petite sœur. Et qui sait, s'il s'énerve assez, il fera une erreur. Ils auront l'air de deux hystériques prêts à exploser. Ce sera notre victoire, en attendant de pouvoir leur faire payer pour de bon. » Savannah hoche la tête, un sourire satisfait aux lèvres, avant de murmurer « Parfait. Alors, faisons-nous un peu oublier pour l'instant et donnons à ces deux-là un avant-goût de ce qui les attend. » Eh bien, je te propose une dernière scène pour conclure cette séance. En fait, j'imagine bien une scène où Rick McGuffin va s'enfermer dans son luxueux bureau que tu peux nous décrire pour nous montrer l'opulence qu'il possède. Et je pense qu'il va commencer peut-être à appeler un de ses contacts. Je te laisse à ton libre interprétation, en fait, pour commencer à prendre des décisions pour contre-attaquer contre les Arrows et les Toussaint. Et faire en sorte que la tension et les menaces se font de plus en plus présentes et que la guerre entre McGuffin et les deux autres familles soit ouverte ce soir-là, sur cette scène. Je pense que McGuffin va passer un coup d'accélérateur et décider de vraiment bien riposter contre les deux familles. Donc je te laisse nous faire une petite scène à la mode un peu Tulsa King, Son of Anarchy, voilà, côté un peu mafieux de Rick McGuffin qui se prépare à se venger. Rick McGuffin s'installe dans son luxueux bureau, une pièce aux proportions imposantes, ornée de boiseries sombres et de cuir. Les murs sont couverts de trophées de chasse, de photographies de ranches prospères et de tableaux de cowboys armés chevauchant dans des déserts arides. Oh, le cliché, ce type! Au centre, un immense bureau en acajou, poli et étincelant, est encombré de documents confidentiels et de cartes marquées de points stratégiques. Une bouteille de bourbon vieillie trône à côté de son cigare, et l'odeur âcre remplit la pièce d'une aura d'autorité et de menace. Rick allume son cigare d'un geste lent, tirant une longue bouffée en s'appuyant contre le cuir de son fauteuil. Il prend ensuite son téléphone, composé d'un métal doré, et compose un numéro avec assurance. Bling bling. Après quelques sonneries, une voix grave et respectueuse répond de l'autre côté. « McGuffin. » Un sourire carnassier s'étire sur les lèvres de Rick. « Jacob, on va accélérer les choses. Tu as reçu les informations pour l'acquisition des terres près de la réserve ? Il semblerait que nos amis les Arrow ne comprennent pas où est leur place. Et cette vieille carcasse de Big pense toujours pouvoir saboter nos affaires sans conséquence. Il a rêvé, papy. Je veux qu'on lance la pression sur leurs terres. Fais monter les enchères, utilise les leviers légaux et commence à parler de menaces de saisie pour dettes impayées sur leurs commerces en ville. Oh putain! Un silence s'installe, tandis qu'il tire une nouvelle bouffée de cigare, savourant son emprise. Quant aux Toussaint, commence à mobiliser nos hommes pour des visites nocturnes dans leur commerce. Que leur petit monde soit ébranlé par une série d'incidents. Rien de trop direct, bien sûr, mais je veux que leur quartier commence à se sentir moins sûr. On peut aussi racheter certains loyers du quartier pour s'infiltrer de l'intérieur. Une pause calculée, puis il achève en murmurant avec satisfaction « Il croit pouvoir faire front contre moi ?» C'est une erreur. Si cette querelle de sang doit s'intensifier, qu'il en soit ainsi. Je suis prêt à montrer à ces minables de quel bois se chauffe un McGuffin. Je l'adore. La ligne se coupe, et Rick s'adosse à son fauteuil, un sourire satisfait aux lèvres, comme un général savourant l'avancée inévitable de ses pions. Chapeau, franchement, j'adore. Comme quoi faire du jeu de rôle avec Inia, c'est excellent. J'adore tes idées. Pourtant c'est une simple IA, mais franchement chapeau. J'ai vraiment hâte de voir où tu peux nous m'amener avec cet arc narratif là. Donc écoutez, Tanoukioliste, j'espère que vous aussi ça vous plaît de m'entendre échanger avec une IA. Et oui, JDR Solo, ça peut être du vrai jeu de rôle, que ça en déplaise à certains.
Mais voilà, j'espère que si vous appréciez, vous aurez hâte, tout comme moi, de voir en fait où la suite des aventures de Shayton va nous amener. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci, et quelle conclusion parfaite pour cette session. C'est un vrai plaisir de construire ces intrigues avec toi et d'explorer cette ambiance noire et mystérieuse de Blackwater. L'histoire est riche et complexe, avec des tensions explosives, des alliances inattendues et des secrets familiaux profondément enfouis. Shayton est un personnage fascinant, tiraillé entre sa loyauté et ses désirs, et j'ai hâte de voir jusqu'où ces rivalités entre clans vont l'emmener. Alors, chers auditeurs Tanuki Rollistes, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous de suivre la suite de cette aventure intense et captivante. À la semaine prochaine pour la suite des conflits, des intrigues et peut-être même des révélations qui feront trembler les fondations de Blackwater.